à rencontrer les responsables, nous allons aussi par moment rencontrer également les préoccupations de certains techniciens qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui nous suivent. Je vous dis sincèrement merci, parce que de temps en temps, vous nous appelez, on interagit, et on cherche tout simplement à nous mettre d'accord sur certains principes légaux qui sont importants. Et moi, je ne voudrais pas aujourd'hui entrer dans les détails. Il y a beaucoup de détails que vous connaissez, mais je m'aimerais tout de même donner certains éléments. Vous aider, vous qui êtes dans la démarche, pourquoi pas, d'investir dans les secteurs miniers, et vous qui êtes également dans la démarche, pourquoi pas, de faire des recherches dans les secteurs miniers, car c'est hyper important. Alors aujourd'hui, je vais plus répondre à plusieurs préoccupations relatives à l'exploitation, permis d'exploitation des petites mines, P et PM. Nous allons répondre à ça. Il y a beaucoup de préoccupations quant à ce. Nous allons également, pourquoi pas aussi, répondre à la préoccupation relative à la zone d'exploitation artisanale. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées quant à ce, et nous allons chercher également, pourquoi pas, à rencontrer certaines préoccupations par rapport à cela. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, de temps en temps, vous parlez des droits miniers, vous nous parlez de l'exploitation minière, mais pourquoi le législateur a aussi parlé des petites mines? C'est une question qui est pertinente et je tiens sincèrement à saluer la personne qui nous a posé la question. Ça nous permettrait également, pourquoi pas, de rencontrer plusieurs préoccupations des personnes qui nous parlent de l'exploitation des petites mines, car c'est important. Vous ne devez pas confondre l'exploitation des petites mines à la coopérative minière. Non, 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 non. C'est des choses diamétralement opposées. Mais par contre, il y a une précision légale qui est très importante. Vous êtes une coopérative minière, vous pouvez, pourquoi pas, aussi solliciter soit un permis d'exploitation, soit un permis d'exploitation des petites mines. C'est possible, au regard de la loi. C'est possible. Mais à condition que cette coopérative qui va solliciter dans les 90 jours les permis d'exploitation des petites mines soit érigée dans une zone d'exploitation artisanale fermée. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un peu technique, ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça. Donc, vous étiez une coopérative minière en train d'encadrer les exploitants artisanaux, également les activités minières, pas l'exploitation, mais peut-être la commercialisation des substances. Pour des raisons techniques, après les rapports qui ont été faits par les services nationaux géologiques du Congo, il s'est fait que la zone d'exploitation artisanale où la coopérative minière était en train d'exercer ses activités est fermée. Alors, cette coopérative minière a ce qu'on appelle les droits de préemption. Et ces droits de préemption, si la coopérative minière fait prévaloir ses droits de préemption, cette coopérative minière peut solliciter soit les permis d'exploitation, mais ça sera un peu compliqué parce que si vous sollicitez les permis d'exploitation, donc vous avez la capacité de faire de l'exploitation industrielle. On peut élaguer cet aspect-là, c'est vrai, le législateur en a parlé, mais ça va être un peu compliqué. On ne peut pas du coup quitter de la coopérative à directement faire de l'exploitation industrielle. Ça va être compliqué parce que ça demande beaucoup de capitaux. La coopérative peut solliciter, si je pourrais leur conseiller, peut solliciter les permis d'exploitation des petites mines parce que là, vous êtes en train de faire non pas de l'exploitation industrielle, vous êtes en train de faire de l'exploitation semi-industrielle. Certes, vous aurez des matériaux qu'il faut, vous allez également faire de l'exploitation également minière, mais vous allez faire de l'exploitation à petite échelle. C'est un peu ça, quelques précisions que j'ai voulu donner d'entrée de jeu, mais je vais y revenir parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'exploitation minière à petite échelle. Nous allons répondre également à certaines préoccupations quant à ce. Nous allons parler, pourquoi pas aussi, comme je l'avais déjà annoncé, de l'exploitation
artisanale, est-ce que cette exploitation est-elle légale ou illégale? C'est vrai. Des fois, quand je suis certains débats à travers la radio, à travers la télévision, je suis totalement d'accord avec certaines personnes qui passent. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, dire que l'exploitation artisanale est illégale en République démocratique du Congo, excusez-moi, vraiment je m'excuse du terme, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration. Actuellement, après la révision du code minier, d'insinuer, parce que la révision est intervenue en 2018, là nous sommes en 2024, précisément au mois de mars, jusqu'aujourd'hui. Si vous continuez à maintenir votre position, et si vous continuez à insinuer que l'exploitation artisanale est illégale en République démocratique du Congo, je m'excuse encore une fois, c'est une aberration. Alors nous sommes appelés à arrêter ça et considérer qu'actuellement l'exploitation artisanale, c'est une exploitation certes qui n'est ni industrielle, ni semi-industrielle, mais c'est une exploitation à part entière où vous avez des artisanaux qui sont reconnus par la loi congolaise, qui peuvent solliciter leur carte d'exploitant artisanaux auprès des instants, auprès des autorités compétentes. Ici, je parle du ministre provincial des Mines. Après l'obtention de cette carte d'exploitant artisanaux, ils seront formés par les SAEMAP, ils seront encadrés par la CTCPM, et ces exploitants artisanaux, mesdames et messieurs, sont reconnus au regard du code minier, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, ils ont un encadrement et un suivi. Ils peuvent accéder dans leur zone d'exploitation artisanale, la ZEA, sans problème. Ils peuvent être membres d'une coopérative et après qu'ils soient membres d'une coopérative, ils peuvent se faire que pour des raisons techniques, comme je l'avais déjà annoncé à l'amorce, la zone d'exploitation artisanale peut être fermée et lors de la fermeture de la zone d'exploitation artisanale, mesdames et messieurs, ces exploitants artisanaux avec les responsables des coopératives, parce que la coopérative, j'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement, la coopérative étant une société de coopératives, elle n'est pas régie forcément par les codes miniers, elle est également régie par l'acte uniforme OHADA. Il ne faut pas oublier parce que c'est une société qui fonctionne suivant la base légale qui est l'acte uniforme de l'OHADA. Et en tant que société, elle est régie par cet acte uniforme et procédant par des activités minières, elle est également prise en charge par les codes et les règlements miniers. Donc, il y a cette doublure-là qu'il faut impérativement respecter. Donc, en tant qu'exploitants artisanaux, ils peuvent, comme je l'ai dit, être membres d'une coopérative minière et lorsque la zone d'exploitation artisanale est fermée pour une raison ou une autre, mesdames et messieurs, ces exploitants artisanaux-là, avec les responsables de la coopérative, peuvent solliciter, comme je l'ai dit, ils ont les droits de préemption, ils peuvent solliciter les permis d'exploitation ou ils peuvent solliciter les permis d'exploitation des petites mines. C'est possible au regard de la loi et nous allons en parler. Donc, ce sont là les grandes ouvertures qui sont données à tout le monde. Et comme je l'ai dit, pourquoi ne pas s'y lancer? Les problèmes, c'est de s'y lancer. Les plus importants, c'est de s'y lancer. Et quand on s'y lance, bon, on a des dividendes, bien entendu. On parle de l'exploitation artisanale, comme je l'ai dit. La question est la suivante. Est-ce que l'exploitation artisanale peut être faite par tout le monde? Alors, j'aimerais donner quelques précisions techniques. Là, nous sommes au niveau de l'article 97. On ne va peut-être pas lire l'article parce qu'il y a beaucoup de préoccupations qui m'ont été soulevées. On est au niveau de l'article 97 du Code minier. Je vais demander à tout le monde, vous qui êtes en train de me suivre, de lire cette disposition qui est très pertinente. Alors, quand est-ce que nous faisons de l'exploitation à petite échelle? Comme je l'ai dit, l'exploitation à petite échelle, au regard du Code minier, c'est une exploitation semi-industrielle. Donc, avant de faire de l'exploitation industrielle, les conditions doivent être réunies. Est-ce que le gisement
où vous voulez faire de l'exploitation, après que vous ayez fait la recherche, les gisements où vous allez faire de l'exploitation, est-ce que ces gisements contiennent des substances rentables qui sont... Ça sont des éléments, des fonds, parce que vous allez investir des capitaux, vous allez investir beaucoup de moyens, et vous devez également vous retrouver, parce que l'État congolais ne vous laissera pas aussi. L'État congolais également va se retrouver, parce que vous allez payer des taxes, et vous allez payer des redevances, et ainsi de suite. Donc, il faut mettre en tête que les gisements où vous allez faire votre exploitation doivent être économiquement rentables. Ça, c'est une des questions techniques qui est indispensable. Mais il peut se faire que le gisement n'est pas, je dirais, ne remplit pas certains éléments techniques, notamment les différentes questions de la rentabilité économique, et il peut se faire que ces gisements-là, en lieu et place d'en faire l'exploitation industrielle, on peut en faire l'exploitation semi-industrielle. Quand il y a impossibilité, comme je l'ai dit, de faire de l'exploitation industrielle dans un gisement ou dans un périmètre donné, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'exploitation à petite échelle, où vous allez faire l'exploitation semi-industrielle. Donc, quand on dit semi-industriel, il n'est pas dit que c'est une petite exploitation. C'est une exploitation à part entière, mais vous n'allez pas mettre autant de moyens que si vous vouliez faire, par exemple, de l'exploitation industrielle. Vous allez mettre deux moyens, mais pas assez de moyens, parce que c'est également un droit. Comme je l'ai dit, je ne cesse de marteler là-dessus, en République démocratique du Congo, le code minier reconnaît 4 droits miniers. Je parle des droits miniers et également des droits des carrières. Et vous comprenez que dans l'émission, on parle plus des droits miniers et nous laissons la latitude et la possibilité aux autres collègues de parler des droits de carrière, car c'est également important de parler des droits de carrière. Mais nous, la particularité dans notre émission, nous parlons plus des droits miniers. Alors, dans les codes miniers, les codes prennent en charge 4 droits miniers. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'exploitation à petite échelle. Parce que c'est un des droits qui est reconnu par les codes miniers. Vous avez les permis d'exploitation, vous avez les permis de recherche, vous avez les permis d'exploitation de rejets et vous avez les permis d'exploitation de petites mines. Donc, ce sont là les 4 droits miniers qui sont reconnus dans notre code. Donc, pour faire de l'exploitation semi-industrielle, vous devez également solliciter ce qu'on appelle les permis d'exploitation de petites mines. Mais la question la plus importante, comme je l'ai dit, il y a même quelqu'un qui nous a posé cette question, ces gisements où l'on peut faire de l'exploitation à petite échelle résultent de quoi? Ça, c'est Richard qui nous a posé cette question. Alors, j'aimerais sincèrement qu'on puisse regarder ensemble et qu'on puisse donner la réponse qu'il faut et que ce soit une réponse objective. Je tiens à saluer toutes les personnes des cadastres miniers qui ne cessent de nous appeler pour nous encourager, les activistes des organisations non gouvernementales, que ce soit nationales ou internationales, qui ne cessent de nous appeler pour nous encourager, toutes ces personnes qui nous encouragent dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, parce que c'est important. Alors, les gisements où on peut faire de l'exploitation à petite échelle résulte de quoi? C'est une question importante. Quand on parle de gisement, c'est-à-dire il y a la concentration des substances minérales où vous pouvez y faire de l'exploitation. N'est-ce pas? Alors, est-ce que ces gisements-là où vous allez faire de l'exploitation à petite échelle résultent de 1. Des travaux de recherche qui ont été effectués par un titulaire d'un permis de recherche? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce que là, c'est extrêmement important. Je dirais même c'est importantissime.
C'est très, très, très important. C'est vraiment important. Donc, je disais que il peut se faire qui a un titulaire qui a sollicité le permis de recherche et après avoir sollicité le permis de recherche, effectivement, il obtient le permis de recherche. Il effectue les recherches dans un périmètre donné. Et après avoir effectué les recherches, effectivement, il se rend compte que le périmètre où nous sommes en train d'effectuer les recherches, il n'y a vraiment pas de gisement rentable économiquement. Et ça, ce sont des données indispensables pour l'administration minière. Parce que, après que l'on ait eu des éléments techniques d'un titulaire qui a effectué des recherches dans un périmètre donné, et les résultats de ces recherches soumis à l'administration minière, ces résultats-là sont très indispensables, surtout pour vous qui me suivez, qui êtes en voie, pourquoi pas, de vouloir faire de l'exploitation semi-industrielle. Ça, ce sont des éléments techniques indispensables qu'il faut impérativement connaître. Alors ici, généralement, il y a des titulaires, effectivement, qui n'ont que la possibilité de faire de la recherche et non pas de convertir leur permis de recherche en permis d'exploitation. J'en avais déjà parlé, parce que ça sont des éléments, et ici, je suis en train de lancer un message à la société civile, parce que si la société civile ne veille pas, si la société civile n'est pas vigilante, il y a certaines entreprises de droit étranger, au regard du code et du règlement minier, si vous êtes société de droit étranger, vous n'avez pas droit de solliciter un permis d'exploitation. Est-ce que beaucoup de personnes le savent? Je ne sais pas. Et ici, c'est vraiment un message que je lance à la société civile. Donc, si vous êtes un société de droit étranger, vous n'avez que le droit de solliciter le permis de recherche. Et généralement, ce sont des sociétés de droit étranger, après qu'ils aient effectué les recherches, effectivement, ils réalisent que telle zone est économiquement rentable, telle zone n'est pas économiquement rentable. Ce sont ces éléments techniques de ces titulaires-là des droits miniers et de recherche qui peuvent aider l'administration minière à faciliter la tâche aux personnes qui sollicitent les permis d'exploitation de petites mines. C'est important. Donc, ça résulte de là. Ça résulte de là. Ça c'est le premier aspect. Donc, une société titulaire des droits miniers de recherche procède à la recherche et découvre que telle zone, tel périmètre n'est pas économiquement rentable et il y a certains facteurs techniques qui entrent en ligne de compte et qui font que on ne puisse pas ériger ces zones-là à zones d'exploitation industrielle. Premier élément. Deuxième élément, il peut se faire aussi, en dehors du titulaire des droits miniers qui est privé, que l'État lui-même puisse procéder par des recherches au travers de ses services spécialisés. Et actuellement, comme vous le savez, dans les codes et les règlements miniers, il y a un service spécialisé qui est connu de plus d'une personne qui me suit. Vous avez notamment le service national géologique du Congo. Et l'État, à travers ce service spécialisé, peut également, pourquoi pas, faire de la recherche. Peut également, pourquoi pas, avoir effectué certains travaux dans certains périmètres et on peut également avoir des éléments. Donc, ces gisements où l'on peut faire de l'exploitation semi-industrielle, ça résulte, chers amis, soit des recherches ou des résultats des travaux de recherche qui ont été faits par un titulaire de droit minier, ou ça peut résulter aussi des travaux réalisés par l'État congolais à travers ces services spécialisés
notamment le service géologique national du Congo. Alors, si vous permettez, vraiment, je m'excuse, hein, je ne suis pas sorti avec mon ordinateur, on peut lire hein, l'article 8 du Code minier. Comme ça peut, pourquoi pas, nous donner, ça peut nous éclairer, hein, si on peut lire in extenso l'article 8 du règlement minier, pour nous pardon, du Code minier, pour nous permettre d'avoir de la lumière autour de la question dont je viens. Alors ici, on parle du rôle de l'État et de la répartition de ses compétences. Alors, le rôle principal de l'État est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier. L'État assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l'initiative privée conformément aux dispositions du présent code. C'est important. À cet effet, l'État entreprend à travers des organismes spécialisés, alinéa 3, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, l'État entreprend quoi? Des activités d'investigation du sol et du sous-sol dans le but d'améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d'améliorer ou à des fins scientifiques ou d'amélioration et de promotion de l'information géologique du pays ou de la province qui ne requiert pas l'obtention d'un droit minier ou d'un droit de carrière. Donc, il y a deux choses que l'État fait. Premièrement, procède à des activités d'investigation du sol et du sous-sol. C'est important. Ces activités, c'est dans le but d'amélioration ou d'améliorer la connaissance géologique du territoire national. J'ai beaucoup parlé autour de ça, je pourrais encore marteler aujourd'hui car c'est très important. Deuxièmement, l'État entreprend également toujours ses activités d'investigation dans le but d'améliorer les connaissances géologiques du territoire national ou à des fins scientifiques. Nous ne sommes pas à des fins scientifiques parce que si c'est à des fins scientifiques, là où l'État a procédé à des investigations, ça ne va pas requérir l'obtention des droits miniers ou un droit de carrière. C'est important. Article 8, alinéa 3. Donc, vous comprenez que l'État lui-même aussi peut procéder par l'investigation du sol et du sous-sol. Et l'investigation du sol et du sous-sol s'effectue par soit de la télédétection aérienne ou de la télédétection assistée par satellite. Ce sont là les deux notions indispensables de la télédétection. J'en parle et je m'aimerais franchement que les autorités qui me suivent puissent, s'il vous plaît, aider la République démocratique du Congo. Parce que généralement, il y a une dichotomie totale entre l'écrit et la mise en application. Il y a une dichotomie terrible entre la théorie et la pratique. Et nous sommes appelés à aider la République démocratique du Congo. Parce que, à travers les organismes spécialisés, notamment le Service national géologique du Congo, l'État entreprend l'activité d'investigation du sol et du sous-sol dans le but d'améliorer la connaissance géologique du territoire national. On ne parle pas d'une province, mais le Code, dans son article 8, alinéa 3, nous parle du territoire national. C'est-à-dire, sur l'ensemble du territoire national, l'État congolais a un service spécialisé appelé Service national géologique du Congo. Ce service-là doit entreprendre des activités ou des investigations du sol et du sous-sol dans le but d'améliorer la connaissance géologique. Généralement, vous qui êtes en train de me suivre, vous ne cessez de dire sur l'ensemble du territoire national, nous avons des substances minérales, tous en avons minérés. On les cesse de le dire. On s'appuie sur quels indicateurs techniques et scientifiques pour appuyer l'argumentaire selon lequel
sur l'ensemble du territoire national, nous avons des substances minérales. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé pour dire, ah, papa, même ici chez nous dans les Bandundu, nous avons le diamant. Je pense que même dans les Bandundu ici, nous avons les coltans. Je suis allé dans le Congo central ici, précisément à Matadi, quelqu'un qui me dit, ah, monsieur, on vous suit, félicitations. Est-ce que vous savez qu'ici, chez nous, dans le Congo central, précisément à Matadi ici, nous avons de l'or, nous avons également les diamants. Des fois, quand les gens m'interpellent et qu'ils parlent, si vous êtes technicien, je vais réagir en technicien. Mais si je me rends compte que vous nous encouragez et vous donnez certains éléments par émotion, bon, je pourrais peut-être pas donner certains éléments techniques, mais techniquement, s'il vous plaît, il n'y a que le service national géologique du Congo qui a la capacité de dire à l'ensemble de la République démocratique du Congo que si nous parcourons le Congo central, nous allons dans les Bandundu, les grands Bandundu, Kwilu, Kwango, Maïndombe, tout ça, n'est-ce pas? Et nous allons dans les grands Équateurs, Mongala, Chuapa, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi. Nous allons dans l'ex-province orientale, Otuwele, Bazouele, province orientale. Nous allons dans les grands Katanga, Lualaba, nous allons dans les Haut-Katanga, nous allons dans les Tanganyika et que sais-je encore, dans les grands Kassai et ainsi de suite. Il n'y a que le service national géologique du Congo qui est capable, mesdames et messieurs, de nous dire que dans chaque province, voilà ce que nous avons comme substance minérale. Personne, j'ai dit, ne peut avoir cette compétence et ne peut se permettre de s'élever pour nous en parler. Il n'y a que ce service. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que nous avons des données fiables pour nous attester que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous avons tel autre type de substance minérale? Si ce service national géologique national du Congo n'a pas les moyens d'aider la République démocratique du Congo à faire des activités d'investigation afin de nous aider à améliorer nos connaissances géologiques du territoire national, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se battre pour entrer au gouvernement. Et moi, j'attends le ministre des Mines qui va venir. Et sur son dossier, Excellence, Monsieur le ministre, vous allez trouver ma lettre ouverte. Et laquelle lettre ouverte? Je m'adresse pratiquement à l'ensemble des Congolais et particulièrement à toutes les autorités, en commençant par les chefs de l'État. Si nous ne mettons pas assez de moyens pour que nous puissions avoir la connaissance des substances que nous avons ici en République démocratique du Congo, comment nous pouvons les connaître? C'est en faisant de la cartographie, non pas aérienne, mais la cartographie telle que le législateur l'a dit, la cartographie assistée par télédétection. C'est la cartographie actuelle, c'est la cartographie qui nous permet d'avoir des éléments fiables. C'est la seule cartographie qui peut nous permettre, dans un périmètre donné, de savoir que dans ce périmètre, nous avons les coltans, nous avons les diamants, nous avons telle autre substance minérale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, au-delà du fait que nous sommes en train de nous battre pour faire ne fût-ce que la cartographie aérienne, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre faire de la cartographie assistée par télédétection. Je suis prêt à débattre avec quiconque le voudra. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes capables de faire de la cartographie assistée par télédétection? J'ai dit non. J'ai dit non. Donc, nous avons cette latitude, mesdames et messieurs, à investir dans ce secteur. Je suis vraiment malade et je suis parfois choqué. Des fois, quand j'entends qu'on a signé des accords pour que des entreprises ou des firmes internationales viennent aider la République démocratique du Congo à faire de la cartographie aérienne, je me dis, en lieu et place d'avancer, nous sommes en train de reculer. La cartographie aérienne ne peut pas nous aider à améliorer nos connaissances géologiques sur l'ensemble du territoire national. Je suis désolé, je suis prêt à en débattre, je ne suis pas cartographe. On est prêt à débattre. Et moi,
En tant que spécialiste en matière de la législation, je me dis, le législateur congolais, lorsqu'il a donné plein pouvoir au Service national géologique du Congo, le législateur congolais n'a pas demandé au Service national géologique du Congo de faire de la cartographie aérienne, non. On a demandé au Service national géologique du Congo de faire de la cartographie assistée par télédétection. C'est ça l'ambition de la République démocratique du Congo. Depuis que ça a été érigé dans les codes miniers jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a commencé à faire ne fût qu'un brin de cartographie assistée par télédétection? Zéro. Et même la cartographie aérienne, nous nous battons à en faire. Est-ce qu'on a même des avions spécialisés pour faire de la cartographie aérienne? Question mark. Et à combien plus forte raison, faire de la cartographie par satellite? Monsieur le Président de la République, avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a l'obligation de procéder à l'investigation de son sol et de son sous-sol dans les secteurs miniers. C'est important. Permettre au pays d'avoir une connaissance géologique de son territoire, ça nous permettra d'être dans une position de force. Vous savez, mes amis, il y a certains titulaires qui viennent faire de la recherche. Est-ce que vous savez que certains titulaires qui font de la recherche, ils viennent avec des capitaux, ils viennent avec beaucoup de moyens. Ils connaissent mieux les substances qui se trouvent sur notre sol et sous-sol, mieux que nos services compétents. Ça pose problème. Ça pose problème. Comment voulez-vous? J'ai besoin de vous appeler, vous, à venir chez moi pour venir acheter des choses que moi j'ai. Et moi-même, je ne connais pas des choses que je veux mettre sur les marchés pour vendre. Vous ne pensez pas que c'est une aberration? Il y a un problème, il y a une contradiction. Moi-même, j'ai besoin de vendre pour avoir des moyens afin de lutter contre le chômage, afin de lutter contre la pauvreté, afin de travailler pour le développement de mon territoire. J'ai besoin de vendre. Parce qu'il est même dit, l'État assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l'initiative privée. L'État fait appel à l'initiative privée. Pourquoi? Parce que l'État veut assurer la mise en valeur de ces substances. Il est propriétaire de ces substances-là. Il veut assurer la mise en valeur de ces substances. Il appelle les privés. Et quand les privés viennent, les privés ne viennent pas seulement avec des motivations sociales. Non, les privés viennent avec des motivations économiques. Vous devez avoir la connaissance de ce que vous avez comme gisement, s'il vous plaît. Et quand vous avez la connaissance de ce que vous avez comme gisement, ça vous permettra de parler avec les privés qui viennent. Voilà pourquoi dans les secteurs miniers, il y a des contrats qui se font. Il y a des contrats mirobolants pour les privés qui viennent, mais l'État paie. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier les contrats chinois. Est-ce que hier, lorsqu'on a dit à la partie chinoise, venez chez nous, vous allez faire de l'exploitation, en contrepartie, construisez-nous des infrastructures. Est-ce qu'en signant ces contrats, on avait la connaissance des substances qu'on pouvait mettre à la disposition de la partie chinoise? Est-ce que dans tous ces échanges, les services géologiques nationaux du Congo avaient joué un rôle prépondérant? Et ici, j'interpelle également les amis qui sont au service national géologique du Congo. C'est vrai, les politiques peuvent piloter la vision politique, mais c'est vous les experts. Est-ce que vous avez... Parce que c'est vous qui connaissez ce que nous trouvons dans les dépôts. Et c'est vous qui pouvez dire au patron propriétaire de l'entreprise pour dire attention, dans les dépôts, nous avons de l'or. Dans les dépôts, nous avons les diamants. Dans les dépôts, nous avons les coltans. Dans les dépôts, nous avons autant de types de substances. Celui-là qui vient doit connaître que nous avons toutes ces substances et nous devons,
à monter les enchères. Mais dans votre dépôt, vous avez quoi? C'est une image que je suis en train de donner. Dans les dépôts, on a quoi? Pour que nous ayons cette capacité de parler face à face avec les privés qui viennent. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles nous sommes appelés en tant que Congolais à nous asseoir pour dire non, on avance un peu trop, reculons. Mettons les fondamentaux. Et ici, franchement, j'en appelle au chef de l'État. Les fondamentaux ici, c'est regarder le service national géologique du Congo. Est-ce que ce service a les moyens de sa politique? Il n'y a que ce service qui peut nous permettre d'améliorer, à travers les investigations scientifiques et professionnelles, d'améliorer les connaissances des substances minérales que nous avons ici en République démocratique du Congo. De temps en temps, quand je suis dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a une pierre qui est découverte là-bas, vous allez voir qu'il y a un gisement qui est découvert là-bas. Les gens découvrent de façon vaille que vaille, alors que nous avons des services spécialisés, compétents pour les faire. Mais ce service a besoin de moyens. Il faut mettre des moyens à la disposition de ces services pour qu'ils puissent travailler. C'est important. Monsieur le Président de la République, si vous mettez les moyens à la disposition de ces services-là, la République démocratique du Congo ne va pas faire de la cartographie aérienne. La République démocratique du Congo fera de la cartographie assistée par télédétection. Et dans chaque territoire, dans chaque ville de la République démocratique du Congo, nous serons capables d'identifier les différentes substances minérales que nous avons et nous sommes en droit aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut passer par appel d'offres pour solliciter un droit minier en République démocratique du Congo, les périmètres qu'il a identifiés pour faire soit de la recherche afin de transformer son permis de recherche en permis d'exploitation, nous-mêmes, en tant que Congolais, nous saurons qu'il y a tel type de substance là-bas, qu'il y a tel type de substance là-bas, et nous pouvons canaliser les aspirations de la République quant à ce. Mais aujourd'hui, malheureusement, les autres ont plus de connaissances de notre sol, les autres ont plus de connaissances de notre sous-sol, et nous sommes appelés à les accompagner. Nous sommes appelés à nous appuyer sur les résultats des recherches qu'ils font, alors que nous-mêmes, nous pouvions également, au regard de l'article 8 alinéa 3, faire également de la recherche et de l'investigation pour des fins scientifiques. Pour des fins scientifiques. Tout ça, ça corrobore à l'amélioration des connaissances que nous devons avoir. Bref. Est-ce qu'un titulaire de permis d'exploitation peut-il transformer en permis d'exploitation des petites mines, peut-il les transformer en permis d'exploitation? J'ai dit oui. Oui. Les permis d'exploitation des petites mines peuvent être transformés en permis d'exploitation. Alors, je disais, vous avez les permis d'exploitation des petites mines parce que les facteurs économiques de rentabilité n'ont pas été réunis. Je l'avais déjà dit à l'annonce, n'est-ce pas? Alors, il s'est fait que pendant que vous êtes en train de faire de l'exploitation des petites mines, les facteurs changent. Les éléments techniques changent. On se rend compte que les gisements deviennent de plus en plus, contiennent des substances minérales économiquement rentables. Dans ces conditions, les permis d'exploitation des petites mines peuvent être transformés en permis d'exploitation parce que là, vous n'allez plus faire de l'exploitation semi-industrielle. Maintenant, là, vous allez faire de l'exploitation industrielle avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Donc, c'est possible de transformer les permis d'exploitation des petites mines en permis d'exploitation industrielle. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, si on vous a accordé la possibilité de faire de l'exploitation des petites mines, parce que les conditions n'ont pas été favorables. N'est-ce pas? Et ces conditions ont résulté de quoi? Ont résulté des résultats des travaux de recherche menés par les titulaires ou des travaux de recherche menés par les services spécialisés de l'État. Je venais d'en parler. J'ai vraiment insisté parce que ces services de l'État ont la capacité de faire des investigations dans les sols et dans les sous-sols pour permettre à la République démocratique du Congo d'améliorer les connaissances géologiques du territoire national. Et comme je l'ai dit,
Pour moi, c'est vraiment un combat et j'aimerais que ce soit le combat de toute la société civile et même de la population congolaise dans son ensemble. Aujourd'hui, si je pourrais dire le Congo ne parvient vraiment pas à parler à haute voix et avec beaucoup d'autorité, parce que quelque part, l'investigation pose problème, parce que quelque part, nous n'avons pas la connaissance des substances minérales que nous disposons sur l'ensemble du territoire national. C'est une vérité que nous pouvons le dire. C'est une vérité. Est-ce que les gens qui nous suivent, peut-être à Bagata, les gens qui nous suivent à Gungu, peuvent me dire si et seulement si à Gungu il y a du diamant ou de l'or ou du coltan? Peut-être si vous allez dans les chemins des champs, vous ramassez des pierres, ce sont des indicateurs pour dire qu'attention, ça peut être soit une carrière, ça peut être soit un gîte ou un gisement minier. Donc tout ça sont des éléments sur lesquels nous sommes appelés à tabler. Alors le travail doit être fait en amont. Et moi je pense que les autorités qui doivent être nouvellement installées ont cette mission importante de travailler avec les services nationaux du Congo, pour les services nationaux géologiques du Congo, pour que ces services soient capables de procéder rapidement aux investigations. Et j'insiste que ça ne soit pas des investigations pour faire de la cartographie aérienne. Non, la cartographie aérienne est dépassée, je vous dis, c'est une technologie qui est dépassée. Aujourd'hui, c'est la cartographie assistée par télédétection. C'est ce qui se fait actuellement. Et en tant que grande nation, en tant qu'une grande république, nous avons cette obligation de procéder à la cartographie assistée par télédétection. Et aussi, le titulaire du permis d'exploitation peut transformer son permis d'exploitation en permis d'exploitation de petites mines. Dans le même cas, dont je disais, vous avez un permis d'exploitation de petites mines, vous pouvez le transformer en permis d'exploitation lorsque les conditions économiques deviennent favorables. N'est-ce pas? Et si vous avez un permis d'exploitation et vous vous rendez compte que, bon, ces permis d'exploitation, mais les conditions économiques ne sont pas favorables, vous pouvez également transformer ces permis d'exploitation en permis d'exploitation de petites mines, non pas pour faire de l'exploitation industrielle, mais cette fois-ci pour faire l'exploitation semi-industrielle. Tout ça, c'est prévu. Alors, comment se fait l'exploitation des produits miniers, l'exportation? L'exportation, alors là, il faut suivre les lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo en matière d'exportation. Vous pouvez lire l'article 106 octies du Code minier. Ça va vous donner un certain nombre d'éléments, parce que là, je cours un peu vite, parce qu'on court derrière les temps. Alors, on va terminer par l'exploitation artisanale. Est-ce légal? Je ne cesse de le dire. Je crois à l'annonce de l'émission, je l'avais dit, excusez-moi encore une fois, tous ceux qui continuent à penser qu'en République démocratique du Congo, après 2018, l'exploitation artisanale est illégale, c'est une aberration. Actuellement, l'exploitation artisanale est légale sur toute la ligne. Là, je vous renvoie rapidement à aller lire l'article 109 du Code minier. Vous pouvez lire cet article et ça vous donnera un certain nombre d'éléments. Alors, quand on fait l'exploitation artisanale, il faut ériger ce qu'on appelle la zone d'exploitation artisanale. C'est important, je crois que j'en ai déjà parlé, et c'est comme les permis d'exploitation des petites mines. Et ici également, lorsque les facteurs techniques et économiques ne permettent pas d'assurer une exploitation industrielle, on peut également, c'est-à-dire, il y a certains facteurs, comme je l'ai dit. Ça peut être économique. Ça peut être des facteurs de rentabilité, du gisement. Et dans ces périmètres ou dans ces carrés, vous ne pouvez pas faire ni l'exploitation industrielle, vous ne pouvez pas faire ni l'exploitation semi-industrielle, c'est-à-dire les permis d'exploitation des petites mines. On vous donne la possibilité d'ériger cela en ZEA, c'est-à-dire zone d'exploitation artisanale. C'est légal et c'est écrit dans les codes à partir de l'article 109, si je ne me trompe pas. Vous pouvez lire, vous allez retrouver cela. Alors, la loi veut que
les gisements où sera érigée la zone d'exploitation artisanale ne puisse contenir que 2 carrés. Et je ne cesse de dire, dans un périmètre, vous avez plus ou moins 731 carrés miniers dans un périmètre. Et chaque carré minier, c'est une affaire de 84,6 hectares, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprenez que on donne 2 carrés miniers seulement pour faire l'exploitation artisanale. Mais là où les bas blessent, et je crois que demain, je reviendrai avec beaucoup de force, actuellement, en République démocratique du Congo, malheureusement, les zones d'exploitation artisanale posent problème. Et aujourd'hui, nous assistons à des confrontations entre les jeunes qui font l'exploitation artisanale et certains titulaires des droits miniers. Je suis totalement d'accord. Quelqu'un qui a son droit minier, lesquels droits miniers est consacré par un titre minier à travers les certificats, soit de recherche, soit d'exploitation, vous n'allez pas dire à ces messieurs de vous ouvrir son périmètre et d'entrer faire n'importe quoi. C'est comme ma parcelle, quand je t'achète, j'ai mon certificat, je construis et je mets en valeur, je mets ma clôture. Si vous entrez sans mon autorisation, c'est une violation de domicile, n'est-ce pas? Donc, et même les titulaires des droits miniers ne peuvent pas permettre à tout le monde d'entrer sans son permis, sans son accord. Ça, c'est une violation. C'est vrai, peut-être pour vous donner une idée, dans un périmètre, le périmètre peut quitter, peut traverser toute la province de Kinshasa. Le périmètre peut partir de Maluku jusque, je ne sais pas, vers la commune d'Engaliema. Et comprenez que dans un périmètre minier, il peut se faire que ce ne sont pas tous les carrés miniers qui seront qui auront des gisements rentables. Il peut se faire que dans mon périmètre, c'est un exemple, hein, qui commence de Maluku vers Ngaliema, la commune de Kisenso a un gisement qui est très rentable, là où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de substances minérales, c'est-à-dire or, diamant, il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants. C'est un exemple, hein, c'est pas ça la réalité. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants à Kisenso. Il peut se faire que dans la commune, par exemple, de Lingwala, il y a beaucoup de diamants, il y a beaucoup d'or. Ce n'est pas peut-être le même cas que la commune de Limete et ainsi de suite. Et dans ces périmètres-là, il y a les communautés locales qui vivent. C'est comme dans la ville de Kinshasa, on peut exploiter à Lingwala, on peut exploiter à Kisenso, mais il y a des habitants. Ils sont là, les communautés locales, n'est-ce pas? Et parmi ces habitants, il y a des jeunes gens qui font de l'exploitation artisanale. Des jeunes gens qui habitent, par exemple, Kisenso. Il y a une grande entreprise minière qui exploite, par exemple, de l'or à Kisenso. Ces jeunes gens qui ont leur carte d'exploitants artisanaux obtenue par le ministre provincial des Mines, mais si vous ne leur érigez pas une zone avec 2 carrés seulement miniers, vous comprenez la suite. C'est un peu ça. Voilà pourquoi je ne cesse de lancer un message aux autorités de voir, parce que là c'est une violation flagrante du code et du règlement minier, et nous sommes appelés à beaucoup travailler pour que vous le vouliez ou pas, qu'on puisse ériger des zones d'exploitation artisanale. C'est légal, je ne vois aucune raison qui pousse les autorités congolaises à ne pas ériger des zones d'exploitation artisanale. Ça c'est violer les codes miniers. Et nous ne pouvons pas permettre à ce qu'on puisse violer la loi en République démocratique du Congo. Voilà. Et qui sont ces autorités-là? C'est une question qui m'a été posée pour que l'on puisse instituer une zone d'exploitation artisanale. Ça se passe comment? Et quelqu'un m'a même dit, pourquoi il s'est fait que dans notre pays, il n'y a presque pas de zone d'exploitation artisanale? Je n'ai pas tous les éléments possibles en tête. Je suis en train de mener mes investigations. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a des résultats de mes enquêtes, je viens toujours ici avec mes différents confrères pour réaliser les émissions avec vous. Alors jusque-là, il faut mettre en tête que pour ériger une zone d'exploitation artisanale, moi je me dis, et c'est la question que je pose à mes amis qui sont au cadastre minier, la même question que je pose aux gens qui sont au service géologique national du Congo, c'est la même question que je pourrais poser à SAEMAP. Cet SCPM aussi peut être impliqué. Ce sont des questions que je me pose. Une zone d'exploitation artisanale n'est pas forcément un périmètre minier. C'est juste quelques carrés miniers. C'est ça la zone d'exploitation artisanale, grosso modo.
Et puisque c'est juste 2 carrés miniers qui font une zone d'exploitation artisanale, pourquoi? Et on vous dit très bien, dans la loi, si les conditions techniques ne sont pas favorables, c'est-à-dire les conditions de rentabilité ne sont pas favorables, vous ne pouvez pas ériger ni une zone vous ne pouvez pas faire ni l'exploitation industrielle, ni l'exploitation semi-industrielle, mais permettez aux jeunes gens d'aller, ne fût-ce que creuser. Ça, ce n'est ni l'exploitation industrielle, ni l'exploitation semi-industrielle. 2 carrés seulement. On est incapable de donner ça? Non. Non. Alors, comment ça se passe? C'est le ministre des Mines qui prend un arrêté pour ériger une zone, après avoir donné tous les éléments possibles, tels que je l'avais dit, qui érige une zone d'exploitation artisanale. Excellence, monsieur le futur ministre des Mines, nous, on va faire beaucoup de plaidoyer dans votre cabinet pour que vous puissiez aider la société civile à permettre aux creuseurs artisanaux d'avoir des zones d'exploitation artisanale. Et ce, dans toutes les provinces à vocation minière. C'est important. Donc, le ministre doit prendre un arrêté, et cet arrêté-là ne peut être pris qu'après avis. Il y a plusieurs avis. Premièrement, il faut avoir l'avis du gouverneur de province. Vous devez avoir l'avis de l'organisme spécialisé. Ici, je parle du Service géologique national du Congo. J'en ai parlé au regard de l'article 8, parce que lui fait ce travail en amont. Vous devez, pourquoi pas, avoir également l'avis du chef de division provinciale des mines. Vous devez avoir l'avis de l'autorité de l'entité territoriale décentralisée, c'est très important. Et vous devez également avoir l'avis du cadastre minier. Ce sont là les différents avis qui vont aider les ministres des Mines à prendre un arrêté pour ériger une zone d'exploitation artisanale. Chers amis de la société civile, l'heure est grave. Il y a presque plus de zones d'exploitation artisanale. Vous qui procédez à l'encadrement des artisans, des exploitants artisanaux, c'est le moment de travailler également pour faire un grand plaidoyer. Parce que moi, je ne vois pas le fait de ne pas ériger une zone d'exploitation artisanale en République démocratique du Congo, c'est une violation du code minier. Et quand la loi est violée, nous sommes appelés à tirer toutes les conséquences des droits. J'ai dit. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a aidés à parvenir chez vous. Merci au directeur technique Jean Mouakadi, Eric Wamba, merci à vous. Merci à vous tous. Demain, on viendra. Nous allons beaucoup insister sur l'exploitation artisanale. On reviendra avec beaucoup de force sur également la responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont là les sujets que nous allons aborder tout au long de cette semaine. Merci à toutes vos questions. Les numéros qui sont affichés au bas de l'écran, c'est les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter. On va échanger. Si on ne répond pas, vous pouvez toutefois nous faire un texto. On va réagir et nous allons répondre à toutes vos préoccupations sur notre plateau. On se dit, on se fixe rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Et nous félicitons les différentes autorités qui seront nommées, soit des ministres, soit premiers ministres. On est de cœur avec vous, mais j'insiste, celui qui sera nommé ministre des Mines trouvera notre lettre ouverte et nous allons faire un plaidoyer, Excellence, Monsieur le ministre, pour que vous puissiez aider la République démocratique du Congo à avoir des zones d'exploitation artisanale pour éviter des tensions inutiles qui existent entre les exploitants artisanaux et les titulaires des droits miniers qui viennent exploiter industriellement pour permettre au budget national de se porter bien et mieux. Au revoir et à demain. Merci.